Allez, 20h03 et 52 minutes, on va y aller. C'est parti, mon kiki. Alors, aujourd'hui et donc ce soir, nous allons parler de prise de vue quand on réalise une vidéo. Donc là, on va être très orienté fête de fin d'année, ce qui colle avec l'air du temps. Alors, petite première question très rapide, et puis comme ça nous permet un petit peu de tester tout ça. La première, c'est est-ce que tout le monde m'entend bien? Donc il y a un petit module de questions à droite, vous me mettez un petit oui ou un petit non, comme ça, ok, ok. Ah, il y a des prénoms que je reconnais, en tout cas des noms de famille que je reconnais ce soir. Alors, bah c'est parfait, à première vue, tout le monde m'entend bien, en tout cas pour ceux qui ont eu la gentillesse de répondre, déjà merci à vous. Alors, on va parler prise de vue, et avant de commencer, avant d'aller plus loin un petit peu, donc ceux qui connaissent déjà le format maintenant, sont habitués, mais je rappelle quand même les petites règles de base. Avant de commencer, quelques conseils très rapides. Allumez et augmentez le volume de vos enceintes. Et si vous avez un casque, c'est même encore mieux. Donc, si vous ne m'entendez pas, essayez d'augmenter un petit peu le volume de votre enceinte. Ensuite, prenez de quoi prendre des notes. On va essayer de passer 40 minutes ensemble. Alors, vous allez voir, normalement, on s'ennuie pas trop. On va apprendre plein de trucs, on va voir plein de choses. Moi, je vais vous donner quelques astuces. Et voilà, prenez quelques notes, une petite feuille de papier, un petit stylo, quelques notes. Ça prend 3 minutes et ça vous servira grandement d'ici peu au moment des fêtes de fin d'année. Ensuite, bah, une petite bouteille d'eau dans le sens où on va quand même rester 45 minutes ensemble. On peut avoir soif. Voilà, petite bouteille d'eau ou autre, hein. On est dimanche soir avant de reprendre le boulot comme tout le monde. Je reprendrai demain, donc voilà, une petite bouteille d'eau, ça vous évitera de quitter votre ordinateur ou votre iPad et vous pourrez vous désaltérer sans en louper une miette. Ensuite, des petits conseils, mais je sais bien que vous ne ferez pas, mais c'est pas bien grave. Je préfère vous le rappeler quand même. Éteignez, bah, si possible, votre portable, la télévision, la radio, afin tout simplement de ne pas être perturbé pendant la conférence, pendant cette présentation. Euh, Voilà, pour pas perdre le fil, c'est une bonne chose. Et puis, bah, si c'est pour regarder la télé, je pense que ça n'a sert à rien d'être là ce soir. Et afin d'avoir un son et une image de qualité, bah, moi je vous invite tout simplement à vous limiter grandement les téléchargements ou tout simplement éteindre l'application Skype qui prend énormément de ressources. Voilà, donc essayez de les couper quelques temps. Ça vous permettra de suivre tranquillement et de bonne qualité ma voix. Ce sera rien que moi qui parlerai, un petit peu Céline qui va se présenter juste après tout à l'heure, et vous n'aurez pas de latence, ou en tout cas de décalage entre les présentations que je fais et le son de ma voix. Alors, les conférences en ligne ou ce que nous on appelle les masterclass. Nous avons eu envie avec Céline de partager énormément notre passion de la vidéo. Je m'explique. Ceux qui font de la photo ont plein de blogs, plein de sites, plein de passions, plein d'endroits pour se retrouver. Et puis nous, en vidéo, on était un petit peu perdus. On n'avait pas forcément déjà les mêmes qualités d'échange. Et puis, on n'avait pas les mêmes envies de se rencontrer. On a créé il y a 6 mois à peu près les masterclass, c'est-à-dire qu'une fois par mois, on se voit pour échanger sur plusieurs choses. Déjà, on va vous donner des astuces en termes de vidéo, dans le sens où on est plus ou moins tous pareils. On a commencé avec un compact, voire même avec un smartphone. Et puis, bah, on a toujours envie de faire mieux qu'avant. Donc voilà, on aime bien partager avec vous des astuces, des bons plans aussi, qui de temps en temps il peut y avoir. En ce moment, il y a des bons plans, c'est normal, c'est les fêtes de fin d'année. Donc c'est un bon moment pour partager des choses. Et ensuite, des tutoriels. Et ça, je vous donnerai une info en exclu pour vous ce soir, ceux qui êtes là. Une petite info en exclu à la fin de la conférence. Néanmoins, pour ne rien louper de tout ça, je vous invite à
3 choses. La première, c'est vous abonner à la newsletter, mais il y a de grandes chances que si vous êtes là ce soir, c'est que vous soyez déjà un membre de la newsletter, tout simplement. Et 2 autres choses, les liens que je vous ai mis dans le module de chat. Donc moi, je peux répondre à vos questions, mais si je veux chatter avec tout le monde, il faut que j'utilise le module de chat, donc qui se trouve aussi sur votre droite, dans le petit panneau de contrôle. Je vous ai mis l'adresse de la page Facebook et du compte Twitter autour de la vidéo pour que vous puissiez en fait ne louper aucune miette des annonces qu'on va faire ou des articles aussi que l'on peut faire au cours des semaines ou des mois. Et nous avons décidé de passer la newsletter de façon hebdomadaire parce que vous en receviez pas assez apparemment, donc on a décidé de la passer de façon hebdo. Avant, elle n'était pas hebdo, donc on va augmenter un petit peu tout ça. Donc du coup, on va en profiter pour vous mettre beaucoup plus d'infos que précédemment. Voilà, on vous a écouté à la dernière conférence, donc on va essayer de changer ça. Alors, qui on est? Donc, Céline et Guillaume Manceron, on n'est pas frères et sœurs, nous sommes mariés, père et mère de 2 enfants, couchés à ce temps-là évidemment, comme ça on est tranquille. Donc, on est tout simplement 2 passionnés de photos et de vidéos, et nous avons créé ou animé plusieurs communautés autour de tout ça. Donc, Photopassion, qui est le premier de nos bébés, qui est un blog, qui est plutôt maintenant un webzine, sur la photographie, on y parle photo, technique, c'est plus ou moins la même chose que pour notre deuxième bébé qui est autour de la vidéo, où celui-là est plus orienté très vidéo, donc plus animé par moi, et Céline vient me renforcer quand il y a plein de questions sur le blog. Et le dernier, c'est un forum, donc un gros patapouf, GoPro FR, qui se destine principalement aux possesseurs, alors à l'origine de GoPro, et puis maintenant beaucoup plus de caméras sportives, parce que les choses faisant, les caméras sportives ont pris beaucoup de parts de marché sur la vidéo, et donc il n'y a pas que GoPro qui existe, il y a Sony qui fait de très belles choses, ou Toshiba, une des caméras qu'on a pu vous présenter un test sur la chaîne YouTube. Alors, on va parler d'abord, on a parlé déjà la première fois, et c'est pour ça que je reconnais des gens qui sont là ce soir, et merci de revenir. Dans la précédente conférence en ligne, on avait vu comment bien faire son sac vidéo. Et aujourd'hui, on va revoir rapidement ce qu'il fallait retenir pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Alors, toutes mes excuses d'abord pour les personnes qui m'ont demandé le lien pour la revoir, hein, cette conférence. Elle arrive très certainement mardi, je pense. On vous mettra le lien de téléchargement aussi de cette vidéo. Donc vous pourrez retrouver la première conférence mardi. Je tiendrai exceptionnellement informé ça sur la page Facebook du blog, et je ferai évidemment un article pour annoncer la vidéo en ligne. Donc ce qu'il faut retenir de toute façon, c'est qu'il vous faut un sac confortable. Il faut que vous soyez à l'aise dans votre sac et qu'il ne soit pas trop chargé. D'accord? Faites attention à ne pas déjà vous abîmer le dos, premièrement, et puis ne pas être trop chargé si vous partez régulièrement en randonnée, et avoir au moins un objectif lumineux. Il vous faut au moins un objectif qui ouvrira de 8, un 8, ou voire même encore mieux, un 4. En sachant que certains compacts aujourd'hui ouvrent un 2. Donc ceux qui sont là ce soir, qui utilisent un compact pour faire de la vidéo, ne sont pas lésés. Maintenant, la prise de vue pendant les fêtes de fin d'année. Alors on a mis fêtes de fin d'année tout simplement parce qu'il y a Noël, et puis il y a le jour de l'an, et puis il y a un peu plus loin la Saint-Valentin pour ceux qui la font. Donc voici quelques exemples de vidéos en intérieur. Alors la première vidéo qu'on va pouvoir faire en intérieur, c'est la préparation du repas. Je ne sais pas si pour vous, mais moi quand ma famille prépare le repas de Noël, c'est l'euphorie dans la cuisine. Il y a à peu près toute la famille qui se retrouve dans la cuisine, et donc il y a moyen de faire des très belles vidéos là-dedans. Donc voilà, filmer la préparation du repas, jouer sur un peu cette euphorie qui se passe dans la cuisine. Maintenant, il y a aussi la mise en place de la décoration. C'est-à-dire qu'on peut très bien filmer les gens qui mettent la table. Si vous avez l'occasion d'être présent le jour où on fait le sapin, ça peut être un bon moment pour filmer la préparation du sapin. Donc voilà, filmer la préparation, la mise en place de la décoration. Et l'un des derniers points, c'est l'ouverture des cadeaux. C'est un moment qui est extrêmement personnel. On n'aura pas comme d'exemple ce soir, mais
Voilà, c'est l'ouverture des cadeaux qui est un moment chaleureux, qui est à ne pas louper quand on fait ce genre de vidéo reportage de fin d'année. Donc voilà. Et ensuite les détails, c'est-à-dire que il y a plein d'occasions de filmer des détails, que ça soit une boule de Noël, que ça soit un sapin, que ça soit une guirlande, peut-être les bulles du champagne qui pétillent dans le verre ou des choses comme ça. N'hésitez pas à les filmer. Maintenant, les vidéos en extérieur. Alors, les vidéos en extérieur, le gros avantage des fêtes de fin d'année, c'est que la chaleur est magnifique. Et il va falloir que vous jouiez avec la lumière. C'est peut-être le moment de l'année où les couleurs sont les plus chaudes en extérieur alors qu'il fait 1-2 degrés. Profitez-en, les couleurs de Noël, les couleurs chaudes de Noël sont juste magnifiques à filmer et en plus c'est une très bonne occasion de s'amuser à jouer avec la profondeur de champ. Ce qui est important, c'est bien de restituer l'ambiance de Noël. D'accord? Donc, ne pas hésiter à filmer le soir, parce qu'en fait, le soleil se couche beaucoup plus tôt pendant cette période de l'année. Donc voilà, respectez l'ambiance de Noël et surtout faites attention à l'heure. N'allez pas essayer d'attraper un coucher de soleil à 22h, ça ne sert absolument à rien. N'oubliez pas que par exemple, un coucher de soleil, ça va être 16h30, voire 17h. Donc voilà, faites attention à ça, mais jouez avec la lumière en extérieur. Alors, on m'a posé beaucoup de questions avant la préparation de ce webinaire, c'est la résolution. Guillaume, comment je fais pour bien régler ma caméra ou mon appareil pour filmer? Alors, qu'est-ce que c'est que la résolution concrètement? C'est le nombre de points ou de lignes grâce auxquels un écran ou tout autre périphérique finalement, un scanner, une imprimante, affiche une vidéo ou encore une image. Alors, je vous ai mis la définition qu'on a un peu écrite. Et en vidéo, contrairement à d'autres arts liés à ça, liés à l'image, la résolution est indiquée par un nombre de lignes verticales. D'accord? Alors je vais vous montrer après, mais plus le nombre de lignes est importante, meilleure sera sa qualité et la netteté de la vidéo. Aujourd'hui, on parle de Full HD, donc il faut imaginer que c'est 1920 donc, nombre de lignes horizontales et 1080, c'est le nombre de lignes verticales. Et c'est ce que je vous disais, plus on augmente le nombre de lignes, meilleure sera la qualité. Alors, un petit exemple sur cette image. Donc voilà tout simplement un coucher de soleil pris à bord d'une voiture en passage. Voilà ce que donne le format 4 tiers. D'accord? Donc ça, c'est quasiment tout ce qui va être appareil photo. Maintenant, nous en vidéo, on filme souvent en 16 neuvième. Donc voilà ce qu'on rajoute. Voilà ce qu'on peut rajouter à l'image. Et on peut aller un petit peu plus loin maintenant avec le 16 dixième, c'est-à-dire qu'on rajoute un petit peu de bande au-dessus. Ça, c'était pour la partie purement résolution et rapport au format. Maintenant, autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'il faut toujours que je filme en 120 images par seconde ou 60 images par seconde? Alors, on va se poser la question tous ensemble et on va rejouer un petit peu avec le module de questions. Alors, laissez-moi juste 2 petites secondes là, pour afficher les questions, parce que je les avais fermées depuis que vous m'aviez répondu oui. À votre avis, quand on fait de la vidéo, principalement pour les fêtes de fin d'année, est-ce qu'il vous faut beaucoup d'images par seconde? Alors quand je t'entends beaucoup, je l'imagine déjà à 60, 120, 240, ou au contraire, pas besoin d'aller aussi haut et un 25, 24, 30 images par seconde suffit largement. Je vous laisse même pas 30 secondes pour essayer de me répondre à cette petite question. Alors, ouais, 25, ouais. Oula, pardon. 25, 30, ouais, 60, 240. Alors ça, c'est en général les possesseurs de GoPro qui me répondent ça. Pas forcément, mais qui peut le plus, peut le moins. 50 images par seconde, ouais. Je dirais que les images élevées sont plus fortes pour le sport, ouais. Alors, effectivement, je vais répondre à... En fait, je suis heureux de voir ce genre de réponse-là. C'est vraiment qu'on
On a vraiment chacun la façon de voir la vidéo et c'est ça qui est hyper intéressant à ces moments-là. Alors effectivement, le 30 ou le 25 images par seconde va suffire largement. Pourquoi? Parce que si vous filmez... Non, je vais pas vous le dire. Je vais vous le dire après. Effectivement, 25 ou 30 images par seconde suffit largement. Plus vous allez monter, plus vous allez augmenter une contrainte qu'on va voir juste après. Maintenant, qui peut le plus, peut le moins, oui, mais pas au défaut de la qualité. Et le dernier... Oui, ok. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer pourquoi vous n'avez pas de nécessité à aller si haut. Les images par seconde, c'est un petit peu notre sensibilité à nous de vidéastes. En gros, c'est une unité de mesure correspondant au nombre d'images affichées en une seconde par le dispositif. D'accord? Alors, le terme anglais utilisé, c'est... alors moi je le fais en français parce que je suis pas très bon en anglais, mais c'est frames par seconde, donc, ou FPS. On va voir plutôt le mot FPS. En français, ça sera images par seconde, tout simplement. Donc, en fonction de la nature de l'image, on peut avoir besoin de plus ou moins d'images par seconde. Exemple, une vidéo de paysage va demander peu d'images par seconde, il ne se passe pas grand-chose sur une vidéo de paysage. À l'inverse, et on l'a vu, et vous me l'avez dit dans les questions, dans la réponse, une vidéo avec scène d'action, il faut un petit peu aider le cerveau afin de rendre l'image et l'action plus fluide. Et c'est là où on va aider notre cerveau à comprendre un message quand on augmente le nombre d'images par seconde. Alors pourquoi enregistrer en 60 images par seconde? Et on va afficher la deuxième question, pourquoi enregistrer en 12 images par seconde? Alors, enregistrer en 60 images par seconde, ça va avoir plein d'avantages, mais aussi certains défauts. Exemple, si vous filmez en 60 images par seconde, votre vitesse d'obturation ne pourra pas être inférieure à 1 sur 120e. Après, en dessous, vous allez commencer à avoir, vous savez, ces petites stries qui peuvent apparaître sur, sur l'écran ou l'image. C'est qu'en fait, vous n'avez pas le temps de remplir ces 60 images parce que la luminosité ne vous le permet pas. Donc plus vous allez augmenter le nombre d'images par seconde, plus vous allez avoir obligation d'avoir un temps d'exposition supérieur. À l'inverse, pourquoi enregistrer en 12 images par seconde? En 12 images par seconde, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait d'action, sinon déjà vous ne pourrez pas la ralentir, d'accord? Mais ça vous évite de saturer la carte, par exemple, mais surtout de ne pas avoir une vitesse d'obturation rapide. 12 images par seconde, vous pouvez monter, le maximum c'est un 20e, d'accord? Et alors, il faut prendre bien conscience que qui peut le plus peut le moins. Je suis d'accord avec cette phrase-là en conditions de lumière idéale. Au moment des fêtes de fin d'année, les conditions de lumière sont juste une catastrophe. Donc filmer à 60 images par seconde, oui, quand on a un éclairage qui arrache derrière. Mais si on a 60 images, il faut filmer au minimum un 120e. Alors, pour le coup, je lui ai un petit peu coupé la parole, elle n'a pas eu le temps de se présenter tout à l'heure, c'est Céline qui va tout simplement vous parler de la notion d'ouverture. D'accord? Comment bien ouvrir, vous allez voir ce que c'est, son diaphragme, un peu bizarre ce que je dis là quand même, pour réaliser correctement vos vidéos. Je la laisse se présenter et puis du coup elle attaquera directement dans le dur et c'est moi qui continuerai à faire défiler les slides. S'il y a un petit décalage, m'en voulez pas trop. Je lui passe la main. Ouais, bonjour tout le monde. Effectivement, Guillaume m'a un petit peu oublié tout à l'heure. Il nous a présenté tous les deux. J'espère que vous m'entendez bien. Donc maintenant, on va parler donc du coup du trio ouverture, vitesse, ISO. Donc après avoir vu les notions spécifiques vidéo, à savoir le FPS et la résolution, ces trois valeurs donc sont à la fois spécifiques à la photo, mais aussi à la vidéo, avec une particularité sur la vitesse que Guillaume abordera tout à l'heure. Alors, on commence par l'ouverture. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle donc la quantité de lumière que l'on laisse passer dans l'objectif. C'est aussi au niveau photo ou en vidéo, c'est sur les objectifs, alors que ce soit sur votre caméra ou réflexe pour ceux qui font de la caméra sur réflexe ou hybride. C'est, vous savez, ce qu'il y a après le petit f.
f1 8, f2 8, f4 par exemple. Justement, c'est à ça que ça correspond. Donc l'ouverture, en fait, on va faire un tout petit peu de maths. Ça suit ce qu'on appelle une courbe logarithmique. Ça veut dire qu'une ouverture qu'on appelle une très grande ouverture comme à f1,4 va transmettre 2 fois plus de lumière qu'une ouverture à f2 et une ouverture à f2 transmet 2 fois plus de lumière qu'une ouverture à 2,8, etc. Ça, je pense que vous avez compris le principe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une grande ouverture finalement? Alors, une grande ouverture, c'est des valeurs comme f1,4, f1,8, f2,8, f4. Alors, vous allez me dire qu'un 4, c'est un tout petit chiffre, mais le problème, c'est que c'est une division. C'est une division de 1 sur un 4, donc ça fait un chiffre qui devient extrêmement grand. Et une grande ouverture, ça permet de créer des images ou des vidéos, donc avec une très faible profondeur de champ. Ça vous permet donc d'isoler un élément du décor. Alors, à quoi ça sert? Déjà, avoir une très très grande ouverture, c'est idéal quand vous êtes dans des conditions de lumière difficiles. Justement, vous récupérez énormément de lumière très rapidement. C'est justement idéal aussi, comme on vient de le dire, quand on veut isoler un élément du décor, parce que c'est lui sur lequel on va mettre l'accent. Par contre, il faut faire extrêmement attention à la zone de netteté. Parce que quand vous êtes à 1,4, par exemple, si vous avez envie de faire le focus sur les yeux, déjà les oreilles seront pas nettes, le nez sera pas net, et en vidéo, vu que la personne bouge en général, il va falloir que vous fassiez extrêmement attention à comment vous faites votre focus et à réussir à suivre les mouvements de cette personne-là, même donc à suivre justement les yeux. Donc il faut faire très très attention, particulièrement en vidéo sur ces valeurs-là. Ça peut vite devenir très risqué finalement dès que les personnes bougent. Par contre, ça donne un effet extraordinaire vu que vous avez aussi ce qu'on appelle un bokeh derrière. Donc finalement, toutes les petites lumières qui vont avoir, vous allez avoir l'impression que ça scintille en fait derrière. Et ça donne vraiment un magnifique effet si vous arrivez à faire ça correctement. Alors l'idéal, on en a parlé un petit peu la dernière fois dans le sac, l'idéal c'est quand même d'avoir un follow focus, un viewfinder également pour pouvoir faire la mise au point au plus juste et en permanence. Alors, je vous ai mis des petits exemples. D'exemples de grande ouverture. La première ouverture, ça a été fait au Pont des Arts. La photo, oui là c'est des photos, mais c'est pour montrer justement à quoi ça correspond. La première a été faite à f1,4, on avait ciblé le cadenas rouge. La deuxième photo a été faite à f5,6. Vous voyez tout de suite que d'un seul coup, tout ce qui est autour du cadenas rouge devient un petit peu plus lisible. On comprend mieux que ce sont que des cadenas et qu'il y en a à perpétuité. Donc, à quoi sert finalement maintenant une petite ouverture? Une petite ouverture, c'est des valeurs à f11, f13, f16. Et ça va vous permettre de créer des images avec une très grande profondeur de champ. Alors, grande profondeur de champ, contrairement à tout à l'heure, ça veut dire que tout va être net finalement. Beaucoup de choses vont être nettes. Du coup, c'est idéal quand vous allez voir faire des plans de paysage ou d'architecture, quand vous voulez planter votre décor et que vous voulez montrer finalement où se situe votre scène. Par contre, et ce qu'on disait tout à l'heure, il faut faire extrêmement attention, vu que vous récupérez beaucoup moins de lumière, il faudra faire extrêmement attention à en avoir assez pour que votre vidéo soit correctement exposée. Alors, un petit exemple, on a ici donc toujours le Pont des Arts, avec une ouverture à F11 à gauche et à F16 à droite. Vous voyez que la petite poubelle verte derrière, on la voit extrêmement mieux. Là, d'un seul coup, on sait que c'est une poubelle, on sait que c'est la poubelle verte de Paris. On reconnaît le monument qui est derrière également, alors que tout à l'heure, on ne le reconnaissait pas du tout. Alors, on va aborder maintenant au niveau de l'ouverture, on a vu la différence entre une grande et une petite ouverture. On va aborder justement la vitesse que Guillaume va vous présenter. Oui, la vitesse, c'est pour moi. Alors, on va parler maintenant un petit peu vitesse. La vitesse, c'est la durée pendant laquelle une image est exposée. Donc, combien de temps on va laisser notre capteur exposer. Et la vitesse, elle va affecter plusieurs choses. La quantité de lumière qui va atteindre, alors on a écrit l'appareil photo, mais c'est plus
atteindre le capteur finalement. Donc plus vous allez aller vite, moins vous allez avoir de lumière qui va aller dessus. Et ensuite, c'est ce qui va affecter ou altérer le rendu du mouvement. En vidéo, la vitesse d'obturation est limitée, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par le nombre d'images par seconde que l'on choisit. Exemple. Si vous avez choisi un nombre d'images par seconde de 30, ce qu'aujourd'hui, n'importe quel équipement qui fait de la vidéo fait, alors votre vitesse d'obturation va être au minimum de 1/30. D'accord? Et maintenant, pour donner un look cinéma, je mets des guillemets, d'accord? La vitesse d'obturation doit être égale à 2 fois le nombre d'images par seconde. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand vous faites 60 images par seconde, il faut que vous soyez à 1/120e. D'accord? Je reprends l'exemple. Pour 30 images par seconde, vous devez choisir une vitesse d'obturation de 1/60e. Et comme, petit exemple de tout à l'heure, 60 images par seconde, vous devez choisir une vitesse d'obturation de 1/120e. Alors maintenant, on va parler sensibilité ou ISO. Et là, alors, l'experte, c'est Céline, donc je vais lui repasser la main pour parler des ISO. Alors, expert, c'est juste qu'on traite ça de manière très différente, Guillaume et moi. Donc, c'est marrant. Alors, sensibilité et ISO, c'est également encore un peu de maths, c'est toujours une mesure logarithmique, ce qui sous-entend que 400 ISO est 2 fois plus sensible à la lumière que 200, et que 200 ISO est 2 fois plus sensible que 100 ISO. Alors, c'est quoi finalement? Enfin, les ISO, vous savez, c'est ce qu'on a vu également. Euh, Oula, c'est ce qu'on avait également. Alors en photo, je pense aux pellicules avant, c'est les ASA. C'est ce qui vous permet justement de pouvoir filmer correctement à l'intérieur ou quand il fait très sombre. Donc finalement, on va avoir besoin de monter très haut quand il fait très sombre. On aura besoin d'ISO faible quand il fait avec un très gros soleil finalement. L'inconvénient, c'est que vous allez demander à votre caméra, du coup, d'aller chercher un moyen de récupérer plus de lumière en montant vos ISO. Mais du coup, elle va travailler, elle va faire des calculs pour réussir à détecter les contours et les objets. Du coup, avec ce travail, elle va également faire ce qu'on appelle du bruit. Donc, plus vos ISO sont hauts, moins vous allez avoir besoin de lumière dans votre environnement. Donc, plus votre machine, plus votre caméra va calculer. Mais plus vos ISO sont hauts également, plus vous allez avoir de bruit. Alors, et le bruit, qu'est-ce que c'est? Vous savez, sur vos films, c'est ce qui peut apparaître, c'est des petits points blancs ou des petits points rouges qui peuvent apparaître et qui font que, souvent dans le noir d'ailleurs, qui font que du coup la vidéo devient très vite inexploitable et c'est pas du tout beau à voir. Alors, on a la chance, on a quand même des logiciels comme FCP10 ou Adobe Premiere qui arrivent à le limiter un petit peu, mais pas tant que ça. Donc il faut y faire attention et bien connaître sa machine pour savoir un peu à quel moment vous tolérez plus le bruit qu'il va vous faire. Alors là, en exemple, on a mis des images, donc des images d'un château qui ont été faites, abandonnées, et on voit tout de suite, alors avec l'agrandissement, tous les petits points blancs qui apparaissent en fait sur l'image et qui font que l'image est vraiment bruitée. Alors après, à vous de voir si ça vous dérange ou si ça vous dérange pas pour la suite après de votre vidéo. Donc finalement, de ce petit trio, il y a deux, trois choses à retenir. Alors, plus vous irez vite, plus vous allez avoir besoin de lumière. Donc vous aurez besoin d'une grande ouverture, mais plus également vos ISO seront élevés. Donc plus vous avez de chances d'avoir du bruit. Plus vous irez lentement, plus vous allez recueillir de la lumière, mais également plus votre ouverture sera petite, donc vous serez sur des valeurs comme f11, f13, plus vos ISO seront faibles, et plus vous pourrez être sujet donc, au flou de bouger.
Alors c'est moi qui vais reprendre à partir de maintenant. Alors, vous l'avez compris, ce trio finalement il tourne toujours autour de la même chose, autour de la lumière finalement. Et pour régler votre trio en mode manuel, voici quand même quelques conseils, parce qu'on sait bien, et on a tous commencé de la même façon, à galérer avec ce mode à 3 trucs là. Donc il faut premièrement que vous connaissiez votre valeur limite en termes d'ISO. D'accord? En gros, à quel moment vous trouvez qu'il y a trop de bruit? Et j'insiste un truc, l'écran de contrôle que vous avez sur votre dispositif pour filmer n'est pas suffisant. Je m'explique. Si vous faites une vidéo, alors c'est très simple de faire une vidéo test, hein, vous vous mettez en extérieur, faible lumière, ou en situation de réalisation de vidéo, vous filmez et vous montez les ISO petit à petit, et puis vous regardez à quel moment sur l'écran ça vous semble incohérent, ça c'est plus acceptable, et vous amenez ça sur votre ordinateur et vous regardez ça sur un réel écran. L'écran de contrôle n'est qu'un écran de contrôle. Si vous avez besoin d'avoir plus de détails, c'est votre écran d'ordinateur, c'est votre écran de télé, c'est avec ça que vous devez vous fier. D'accord? Donc, il faut connaître votre valeur critique. Ensuite, il va falloir choisir votre ouverture en fonction du sujet. Par exemple, quand on fait des portraits en prestation, on va avoir du f1.4. On a un beau bokeh derrière. À l'inverse, quand on va faire de l'architecture, on va ouvrir un f8. D'accord? Et pour un paysage, là, on n'a aucun souci à se faire. On ouvre royalement un f13. On évite d'ouvrir dans les valeurs extrêmes ou limites. D'accord? Donc on évite le f16, par exemple. Et avec ça, on a déjà des bonnes bases pour commencer. Ça, c'était pour la partie ouverture, réglage. Maintenant, pour les ISO, et c'est là qu'il est important de prendre quelques notes. Au soleil, vous avez le droit entre 100 et 200 ISO. Il n'y a aucun intérêt à monter au-dessus de ces valeurs-là. Maintenant, de jour à l'intérieur, je vais vous recommander du 400 ou du 800 ISO. Et de nuit, vous pouvez allègrement dépasser le 800 ISO. Et après, je sais que la question va venir juste derrière, quand je fais un spectacle, vous réglez ça en fonction de la lumière. Maintenant, pour choisir votre vitesse, c'est tout simplement en prenant en compte le nombre d'images par seconde défini dans les réglages de votre boîtier. C'est la seule contrainte que vous avez, c'est combien d'images par seconde vous avez mis. Votre valeur limite minimum, c'est ça. Après, il va falloir vérifier l'exposition de votre vidéo. D'accord? Alors, soit en affichant l'histogramme temps réel sur l'écran et vous prenez une première vidéo, une vidéo témoin finalement. Et si la vidéo est trop claire, vous soit diminuez les ISO, soit vous augmentez les ouvertures, la vitesse, pardon, soit vous choisissez une plus petite ouverture. Et à l'inverse, si la vidéo est trop sombre, vous ralentissez, toujours dans la limite du possible évidemment, soit vous choisissez une plus grande ouverture et dernier levier de ce trio pour jouer, vous augmentez les ISO. Maintenant, le mode ouverture. D'accord? C'est à utiliser quand c'est l'ouverture qui compte le plus. Ça peut être extrêmement intéressant pour les fêtes de fin d'année et tout simplement pour aller chercher le meilleur de votre optique. Après, le mode vitesse. Alors, c'est un mode que je vous déconseille avec lequel jouer en vidéo, tout simplement parce qu'une séquence qui change de vitesse, c'est une séquence qui va directement à la poubelle au montage, et on verra ça avec la petite surprise à la fin. Donc, cela ne sert absolument à rien de changer ce paramètre-là. Par contre, vous devez quand même configurer vos ISO. Alors, si vous êtes en ISO manuel, en ISO auto, vous ne risquez des mauvaises surprises, dans le sens
ou c'est plus vous qui décidez, c'est le boîtier. Donc c'est pas la bonne idée. Donc les étapes à suivre finalement. Alors, petit 1, régler sa résolution. Petit 2, régler son nombre d'images par seconde. Petit 3, maintenant que vous savez les modes avec lesquels il ne faut pas jouer, vous définissez votre mode préféré, donc ouverture, vitesse, et pour ceux qui ont un Pentax, le mode ISO existe. Après, et ça c'est notre problème en vidéo, sauf pour certains boîtiers, vous réglez la balance des blancs de façon la plus conforme possible. Alors, ça se rattrape à la post-production, mais régler la balance des blancs de façon personnelle. Après, dans mon cas pratique à moi, vu qu'en général je filme en non compressé, je suis en balance des blancs automatique. Et je vais tout simplement ensuite régler ma balance des blancs sous Final Cut Pro 10 pour commencer mon étalonnage et donc commencer tout simplement mon montage. Après, amusez-vous à sortir vos accessoires. Que ça soit un trépied ou une télécommande par exemple, ça peut être aussi une torche à LED, c'est le bon moment pour commencer à les utiliser. Et après, faites-vous plaisir. C'est parti, mon kiki. Après, on va avoir le focus. Alors, un petit truc, faites très attention à votre focus, à votre mise au point. Particulièrement si vous utilisez de très grandes ouvertures. Le focus doit être fait sur les éléments à mettre en avant et c'est tout. Ça peut être par exemple les yeux des enfants, ou alors le détail, comme les mains ou un élément de la décoration. Alors, on a fini cette master class, donc cette master class sur comment régler son matériel pour réaliser ses prises de vue. Je vous invite à télécharger le petit e-book. Alors c'est gratuit, c'est pas de la pub ni quoi que ce soit, c'est juste que ça vous permet de partir sur de bonnes bases et il y a les mêmes conseils au format PDF, donc vous pouvez le télécharger, le lire en vacances, en voyage. Vous prenez le train pour aller voir votre famille, vous pourrez le lire. C'est 60-70 pages qu'on a écrit avec Céline sur comment maîtriser la vidéo. Alors, on va prendre tout simplement quelques questions et tout simplement après, on vous laissera soit aller dîner, soit aller voir le film du soir. On vous reprend dans 2 minutes, enfin 1 minute même pas.